Week-end sortie, c'est tous les vendredis dès 15h avec tous les bons plans du week-end sur Radio D'Artagnan. Allez, oui. tous faire la fête en voiture électrique. C'est ça. Voilà. Et alors, après l'émission des Miss que tu as fait tout à l'heure, on va partir maintenant du côté de la version 2.0 des voitures d'aujourd'hui. Voilà. Et effectivement, donc, on va parler de voitures électriques. Alors, voitures électriques avec notre invité, monsieur le maire Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors, Jean-Claude, vous êtes donc membre fondateur d'une association qui se nomme Promotion associative du véhicule électrique. Oui. Alors, je pense que le titre, il est clair en soi. Hein. Donc, vous êtes là pour faire la promotion du véhicule électrique. Vous en possédez une vous-même, d'ailleurs. Oui, je suis un utilisateur depuis 4 ans. Je suis à ma 2e voiture électrique. Alors, donc, cette association, elle existe depuis peu, j'imagine. Oui, tout à fait. Mais j'anime un blog qui s'appelle Le VE, je le veux. Le véhicule électrique, je le veux, c'est ça ? Qui fonctionne depuis 3 ans, quoi, et qui est un moyen de partager des informations avec les autres utilisateurs, mais aussi d'informer les curieux qui se posent des questions par rapport à oui, et moi, est-ce que si je passais à la voiture électrique, et pourquoi pas, oui, mais... Alors justement, sur ce blog, donc tout plein d'informations. Alors, des questions qu'on se pose bien sûr sur les véhicules électriques. Alors j'imagine que les véhicules électriques, il y a déjà quelques années que ça existe. Tout à fait. Je crois savoir déjà qu'il y avait beaucoup d'évolutions en l'espace de quelques années à peine. J'ai entendu récemment, il y a un véhicule qui vient de sortir, il a 400 km d'autonomie. Donc les véhicules actuellement qui sont commercialisés en tant que véhicules électriques, quelle est l'autonomie en moyenne de ces véhicules aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va dire que c'est autour de 200 km pour les véhicules, on va dire, courants. Mais donc, dans le haut de gamme, on a déjà des véhicules qui ont plus de 500 km d'autonomie. D'accord. Pour revenir à ce que vous disiez dans la présentation, la voiture électrique, il faut savoir que c'est peut-être les premiers modèles de voitures étaient des voitures électriques. Les thermiques se sont développés essentiellement avec Ford, mais autrement avant, on a eu beaucoup de véhicules électriques. Et par exemple, la première voiture qui a atteint le 100 km/h, c'est une voiture électrique, ça se passait en 1898. Vous voyez, donc c'est une technologie qui n'est pas nouvelle, mais qui est tombée en désuétude pour différentes raisons que peut-être on n'a pas le temps d'expliquer là. Mais de toute façon, la raison, j'imagine, c'est le stockage de l'énergie, tout simplement. Voilà. C'est le nerf de la guerre, c'est les batteries. Entre autres, tout à fait. Bon. Alors, donc revenons sur les véhicules d'aujourd'hui. Alors, quels sont, en gros, les avantages par rapport à un véhicule qu'on dira thermique ? Oui. Alors, les avantages, ils sont... alors, si on reste sur la conduite, une voiture électrique, c'est une voiture dont la puissance est immédiatement disponible sous l'accélérateur. Donc, par exemple, ma voiture a 110 chevaux, les 110 chevaux sont disponibles immédiatement. Donc, ça veut dire qu'en termes de sécurité routière, si vous voulez... lors d'un dépassement, par exemple. Un dépassement est très vite fait, mais aussi... ça ne cale pas. Donc, ce qui fait que quand vous rentrez sur une route, par exemple, vous avez un stop, vous devez rentrer dans un flot de circulation, vous y rentrez très rapidement, puisque vous avez des accélérations qui sont très importantes, puisque les voitures ordinaires, là, vous montez de 0 à 100 en 6-7 secondes, quoi. Donc, c'est vraiment des voitures nerveuses. Mmh. Donc, ça veut dire qu'en ce qui concerne la fiabilité, donc le moteur électrique est quasiment sans faille, quoi. Ah oui, il est sans faille, et puis c'est pratiquement inusable le moteur électrique en plus. Voilà. On pourra en parler au niveau de l'entretien. Puis après, en termes de conduite, vous avez les avantages qui sont liés au fait que les batteries sont sous le plancher, et donc ça baisse le centre de gravité de la voiture, et donc ça augmente l'adhérence, quoi. Finalement, on a une meilleure tenue de route, vu que le centre de gravité est plus bas. Donc, après, une différence avec le thermique aussi, c'est en termes d'économie d'énergie. Un moteur thermique, entre l'énergie embarquée, que ce soit de l'essence ou du gasoil, et si on compare la même quantité d'énergie embarquée
dans la voiture électrique, vous avez 90% de l'énergie de la voiture électrique qui va à la roue, alors que dans une voiture thermique, vous n'avez que 25% de l'énergie qui arrive à la roue. D'où l'explication du coup. Énormément de pertes en chaleur en ce qui concerne le moteur électrique. Ouais. Toutes les transmissions qu'il y a. Friction et tout ça, oui, qui concerne. D'accord. Et alors, en ce qui concerne l'autonomie, parce qu'aujourd'hui, avec par exemple, on dira avec un moteur, un véhicule essence, bon, avec un plein, on va dire de 50 litres, la voiture pourrait parcourir entre 800 et 900 km. Alors l'autonomie aujourd'hui évolue régulièrement. Vous avez fait allusion tout à l'heure aux performances de la nouvelle Zoé, donc qui annonce 400 km. Mais là aussi, il faut faire attention, et notamment dans cette période où on est confronté à des valeurs statistiques qui on nous fournit donc sur des normes européennes, etc. On a vu les erreurs qu'il y avait pu y avoir par rapport à Volkswagen, oui, notamment. Et donc, on nous fournit chaque fois des valeurs qui sont théoriques, qui sont dans des conditions de laboratoire. Oui. Donc, très simplement, la Zoé, on l'annonce à 400 km. Elle a 300 km d'autonomie. Oui, c'est peut-être 400 km avec le conducteur qui fait pas plus de 30 kg, par exemple. Maintenant, si on met 4 rugbymen dans la voiture, c'est pas dit qu'elle fasse 400 km. Bon, ensuite. Mais ça va être plus lié à la façon de l'utiliser qu'au poids embarqué. Voilà, c'est qu'une indication de toute façon. Il faut pas oublier que quel que soit le véhicule, la consommation d'énergie est proportionnelle au carré de la vitesse. Donc plus vous allez vite, que ce soit une thermique ou une électrique, et plus ça consomme. Et puis ça, la façon de conduire aussi. C'est ça. Voilà, c'est la même chose pour les thermiques. Voilà. Alors justement, il y a une question qui me vient là que je viens d'attraper au vol, puisqu'on arrive là dans les périodes de froid. Alors est-ce que le climat, alors on va dire les températures, bon, très chaud l'été par exemple, ou alors s'il fait moins 15 ou moins 20 pendant cet hiver, est-ce qu'il va y avoir une incidence sur le fonctionnement ou l'autonomie d'une voiture électrique ? Oui, alors il y a deux incidences. Une qui est la même pour une thermique ou pour une électrique, c'est que vous actionnez le chauffage. Et donc il y a une consommation. Surconsommation. Le progrès récent, c'est que maintenant sur les voitures électriques comme sur les thermiques, on peut avoir des pompes à chaleur. Et donc là, on a effectivement un niveau de consommation pour le chauffage qui a considérablement baissé. Et donc par exemple, alors cette pompe à chaleur, elle sert aussi bien pour la climatisation que pour le chauffage. Et donc, suivant la température extérieure, ça peut avoir un impact sur la batterie qui fait que ça va vous réduire, on va dire, l'autonomie. Alors suivant la température, mettons si on est autour de 20 degrés, ça va pratiquement rien consommer. Par contre, si on passe à moins 15, il y a des chances que ça va vous consommer 15 km d'autonomie sur 150. Vous voyez, un truc comme ça, 10%. Voilà. D'accord. Alors, le problème, c'est qu'une voiture essence, il nous faut, en 5 minutes, on a fait le plein. Oui. Une voiture électrique, il ne faut pas être pressé. Alors, donc, c'est-à-dire que ça va demander, suivant l'utilisation qu'on en a, faut prendre en compte que pareil, il faudra peut-être 12 heures de charge. C'est ça ? Il y a plusieurs solutions. Donc, effectivement, ce qui est le plus utilisé et qui est le plus finalement intéressant pour les utilisateurs, c'est à peu près 95% des charges se font à domicile. Et donc là, il n'y a pas besoin d'installation, il faut simplement une prise normale, 220 volts avec une bonne prise de terre et des câbles d'alimentation qui font au moins 2,5 mm carrés, et pour éviter que la prise chauffe, et avec ça, vous chargez votre voiture. Donc si on veut recharger complètement la batterie, ça va prendre, comme vous dites, à peu près 8 heures. Bon, mais vous faites ça pendant les horaires. Par exemple, si vous avez un compteur bleu, vous faites ça à l'heure où l'électricité coûte le moins cher. Et donc, l'intérêt, il va être que vous avez une recharge de batterie qui va se faire pour environ 2,50 €. Je parle là d'une batterie qui fait 25 kWh de capacité. Donc, avec 2,50 €, vous allez faire 150 km. Donc ça, c'est la charge, on va dire, ordinaire, celle qui se fait à la maison, et c'est la plus utilisée. Après, vous avez, comme ce qui est la borne qui a été implantée ici, en face de l'hôpital. Donc ce sont des bornes de recharge accélérées, et celles-là, elles envoient 22 kW, et donc ça permet, alors, par exemple à une Zoé, de se recharger en 1 heure.
puisque la batterie fait 22 kW. Donc vous pouvez recharger la batterie de la Zoé en 1 heure. Après, il y a d'autres modèles sur lesquels il y a sur la voiture un transformateur qui fait qu'on ne va pas se charger aussi vite. Par exemple, la mienne, il faudra 2h30 pour me charger sur une borne comme ça. Mais ces bornes-là, elles ne sont pas faites pour recharger complètement la batterie. Ce sont des bornes où on fait des charges d'appoint. Et par exemple, vous allez vous charger quand vous venez faire des courses. Par exemple, l'autre jour, j'avais une réunion ici à Nogaro. Le temps de ma réunion, je me suis garé pendant 1 heure devant la borne. Et quand je suis revenu, ma batterie était à nouveau pleine. J'avais consommé j'avais récupéré ce que j'avais consommé pour venir d'Auch, par exemple. Vous voyez. Donc, et enfin, vous avez des bornes de recharge rapide. Donc, qui sont des bornes. Alors là, ça envoie du 50 kWh. Et là, on passe sur des bornes qui sont aujourd'hui en déploiement sur les autoroutes. Mais également, vous avez des réseaux de grandes surfaces comme Auchan, comme Ikea, comme Cora, qui en implantent sur leur parking et qui fournissent gratuitement d'ailleurs l'électricité aux utilisateurs. Et donc là, on est sur une recharge de 80% de la batterie en 20 minutes. Et là, donc en 2017, ce mode de borne va encore changer de dimension, puisqu'on va avoir des bornes qui vont envoyer du 150 kW, c'est-à-dire qu'on va aller encore 3 fois plus vite. C'est-à-dire qu'une recharge qui aujourd'hui prend 20 minutes, elle ne prendra plus que 7 minutes. On pourrait comparer un peu ça avec l'Internet et le haut débit, quoi. Exactement, voilà. Mais on est dans un domaine, là aussi, où la technologie évolue, et ça fait que, par exemple, si je prends la première Leaf que j'avais, le Leaf, c'est le modèle Nissan, la première que j'avais achetée en 2013, elle avait une autonomie de 120 km. Et elle avait une batterie qui fonctionnait, elle avait à l'époque un chauffage qui fonctionnait avec des résistances. Et donc ça pompait beaucoup plus sur la batterie. Maintenant, il y a une pompe à chaleur, et donc ça consomme beaucoup moins. Et autre point important, c'est que le moteur de la voiture électrique, il sert aussi de générateur. C'est-à-dire que dès lors qu'on décélère, le moteur, au lieu de consommer l'électricité, il en fabrique. Et donc, il recharge la batterie. Pour vous donner un exemple, comme je suis un peu joueur, ma première voiture, quand je l'ai achetée, je me suis dit, je veux savoir jusqu'où je peux aller pour pas tomber en panne. Je suis allé jusqu'en haut du Tourmalet. Là, j'ai monté, pour monter en haut du Tourmalet, tellement que quand je suis arrivé en haut du Tourmalet, il me restait 3 km d'autonomie. Mais je savais que j'allais recharger en descendant. En descendant, quand je suis repassé à la Mongie, j'avais récupéré 15 km. Quand je suis repassé au barrage d'Artigues, en dessous, j'en avais récupéré 25. Et quand je suis arrivé à Sainte-Marie-de-Campagne, j'en ai récupéré 40. Donc, si vous voulez, c'est un plus, quoi. Une voiture thermique, vous refabriquez. Non, le réservoir se remplit pas, non. Voilà. Et pour finir cette anecdote, il fallait absolument que je repasse par le garage Nissan, parce qu'à l'époque, il n'y avait que là qu'il y avait une borne, avant de rentrer chez moi, à côté d'Auch. Et donc, j'y suis passé, mais un peu tard. J'étais avec un copain. C'était une super journée d'automne aussi. On avait fait des photos, tout ça. J'avais pris un peu de retard. En plus, un bouchon à l'entrée de Tarbes. Il me fallait à peu près 1 heure de recharge pour remplir ma batterie. J'ai pu charger que 3/4 d'heure. Et bien voilà, j'ai su jusqu'où je pouvais aller. C'est-à-dire, je suis tombé en panne à 200 mètres de mon garage. C'est pas mal ça. Alors. Les batteries qui équipent ce genre de voiture, donc ce sont des batteries au lithium. Ouais, lithium. Ouais. Alors donc ce sont un peu les mêmes batteries que sur les téléphones portables. Pour l'instant, c'est d'ailleurs les téléphones qui sont les plus gros consommateurs de lithium. Alors, ce qui m'interpelle par rapport aux différentes possibilités de recharge, je sais que sur un téléphone, il faut éviter ce qu'on appelle faire du biberonnage, c'est-à-dire recharger de façon intempestive comme ça le téléphone, et il est préférable d'attendre que la batterie soit vide pour le mettre à recharger, pour prolonger la durée de vie de la batterie. Mais sur les véhicules électriques, ça fonctionne pas de la même façon. Non. Là maintenant, il y a une protection. Tout à l'heure, je vous disais,
sur les bornes de recharge rapide, parce que effectivement, comme là on envoie d'une haute intensité, donc la batterie chauffe. Et donc il y a une protection qui fait que quand vous arrivez à 80% de la batterie, automatiquement vous avez le niveau, l'intensité qui baisse, quoi. Et donc, justement, pour éviter de déclencher un incendie, voilà. Oui, notamment comme les Samsung. C'est pas les batteries Samsung qu'il y a sur votre voiture. Des Tesla, Ah oui, non, pour les voitures. Non, je parlais pour le téléphone. Samsung. Voilà, tout à fait. Voilà. Ouais, donc, parce que les Tesla, elles prennent feu aussi. Il y en a une qui a pris feu, mais c'était justement des côtes qui étaient mal serrées. Et justement, la technologie, là aussi, elle est en train de changer. J'étais l'autre jour en débat au Conseil régional d'Aquitaine, puisqu'on venait de terminer le tour de Nouvelle-Aquitaine en voiture électrique. Et donc, il y avait un intervenant qui était un fabricant de batteries, qui disait qu'aujourd'hui, en laboratoire, ils sont sur du sodium pour remplacer le lithium. Et donc là, on est aussi dans des coûts qui vont être beaucoup plus intéressants, puisque le sodium est beaucoup plus... il y en a beaucoup plus dans la nature que du lithium, quand même. Il y en a plein la mer, quoi, du sodium. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On n'a pas parlé prix. Oui. La différence de prix, bon, on se doute que pour une voiture électrique, en ce qui concerne la consommation, déjà forcément, on a de grandes chances de s'y retrouver. Mais en coût d'achat, pour le véhicule lui-même, quelles sont les différences à peu près? Alors, les prix d'achat sont légèrement supérieurs à pour un véhicule de même catégorie, à peu près. Voilà, à catégorie équivalente, on est à peu près avec un surcoût pour le véhicule électrique qui est lié au prix de la batterie. Mais il faut quand même savoir que depuis 2006, le prix des batteries a été divisé par 8. Donc ça se ressent pas encore sur les voitures, parce que... Ils ont retrouvé de nouveaux gisements de lithium par là? Non, surtout parce qu'on peut imaginer qu'il y a eu quand même de gros investissements faits par les constructeurs pour pas, on va dire, faire supporter tout le poids des investissements aux consommateurs. Donc il y a un amortissement, si vous voulez, de ces investissements qui doit être étalé dans le temps, mais on peut imaginer que ça va aller, que les batteries vont aller en baissant de coût, quoi. Donc ça c'est quelque chose qui va venir. Donc ça pèse dans le coût de la voiture. Mais donc on a les politiques ont décidé de mettre le paquet pour soutenir les véhicules non polluants, et donc vous avez des aides, ce qu'on appelle des bonus, donc qui viennent de façon importante réduire le coût d'achat, puisque pour un véhicule 100% électrique, on est avec un bonus de 6 300 €. Et si vous avez un vieux diesel qui a plus de 10 ans, ben là, vous avez un super bonus, et c'est 10 000 € qui vous sont donnés en échange de l'achat d'un véhicule 100% électrique. Donc là, on retombe sur des niveaux de prix qui sont inférieurs à un véhicule de même catégorie thermique. Et là, on parle d'un véhicule avec la batterie achetée avec. Voilà, acheter, ou même en location longue durée, ça fonctionne aussi, puisque le bonus s'applique aussi. D'accord. Et moi, j'ai tendance à conseiller la location longue durée ou LOA, une forme de leasing, quoi, si on veut, parce que la technologie avance si vite, si vous voulez, que finalement, il vaut mieux tous les 2 ou 3 ans changer de véhicule pour récupérer un véhicule qui est beaucoup plus performant et qui on a un meilleur rapport qualité-prix, quoi, finalement. Et alors, tous les conducteurs ne sont pas, on va dire, les mêmes. Il y a des conducteurs occasionnels, il y a des conducteurs qui prennent leur voiture tous les jours pour aller au travail, ou juste pour aller chercher la baguette de pain le matin. Il y a aussi ceux dont ils font le métier, notamment les commerciaux, tout ça, les VRP qui sont toujours sur la route. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire, un commercial qui passe sa journée sur la route, est-ce qu'il peut utiliser un véhicule électrique ou pas encore? Ça dépend on va dire, de la longueur de sa tournée, quoi. Donc tout est lié au nombre de kilomètres qu'il va faire par
par jour. Donc, moi, je dirais que si c'est quelqu'un qui fait pas plus de 150 km dans la journée, donc il n'y a pas de souci, il peut rouler avec une voiture électrique. Alors, au niveau du département, avec mon blog, je vois apparaître, si vous voulez, puis je fais chaque fois un petit coup de promotion pour mettre en évidence ça, de plus en plus de commerçants ou d'artisans qui utilisent des véhicules électriques. Vous avez par exemple un électricien à Plaisance qui tourne avec un Kangoo électrique. Vous avez un boulanger à Miélan qui a 2 fourgons électriques pour faire des tournées. Et c'est vraiment parce qu'à un moment, il a fait un prix de revient. Et par exemple, si on prend le cas du boulanger, un boulanger, il fait des tournées où il va dans les fermes, il manœuvre beaucoup, et lui, il avait un gros souci avec l'embrayage et boîte de vitesse. Oui, et puis surtout que le moteur, admettons, il s'arrête pour déposer le pain, il n'arrête pas le moteur. Voilà. Tandis qu'un véhicule électrique, il est arrêté, ça consomme pas. Ça consomme pas, voilà. Exactement. Voilà. Ou même si le véhicule est arrêté, le moteur il est à 0. Et voilà, comme vous dites. Et donc là, il a diminué son budget transport, ce boulanger, de 50%, quoi, puisque du coup, l'entretien, puisqu'en plus on n'a plus de vidange, hein, donc il n'y a plus de problème de réglage par rapport à la carburation et tout ça. Donc on a un coût d'entretien qui est très réduit par rapport à l'entretien sur les véhicules thermiques, quoi. Et alors ensuite, pour faire des kilométrages plus importants, donc on voit apparaître les premières voitures électriques à hydrogène. Puisque là, l'hydrogène est donc le carburant qui est embarqué pour fabriquer l'électricité. C'est-à-dire que le carburant, l'hydrogène passe dans une pile à combustible et ça fait de l'électricité qui sert à recharger la batterie. Et ça, on commence à voir les premiers modèles, donc qui sont japonais, allemands, Renault doit travailler là-dessus aussi avec Benz et Ford, je crois. Et donc, il y a aussi dans les cartons plusieurs projets, mais il y a déjà des voitures à hydrogène qui tournent. Hein, donc la Poste, par exemple, en Franche-Comté, est en train de faire des essais de Kangoo fonctionnant à l'hydrogène. D'accord. Voilà, donc ça n'a pas fini d'évoluer encore. Non, c'est loin de là. Alors donc vous serez présent donc pour le prochain salon, puisque justement toutes ces informations on va pouvoir les retrouver auprès de vous et vous rencontrer. Ça sera donc le week-end du 28-29, c'est ça, oui. Octobre. Donc ça sera pas ce week-end mais l'autre après, du côté de Nogaro, ici même à la salle d'animation, à l'occasion du salon de l'innovation, donc le fameux Ciel. Hein, voilà, donc ça sera un grand événement sur 2 jours et donc vous ferez partie des nombreux exposants. Moi pas exposant, mais je serai. Enfin, vous serez présent. Il y aura une conférence donc que j'animerai, dans laquelle il y aura aussi donc le syndicat départemental de l'énergie qui viendra parler justement de ce réseau de bornes qui a été installé dans le département et qui fait que le département du Gers a été un des premiers départements de France à se doter d'un réseau de bornes complet. Ah oui, parce qu'il y en a un petit peu partout. Je sais qu'il y en a sur Nogaro, j'en ai vu à Aignan aussi, vous me dites qu'il y en a à Plaisance. Il y en a dans tous les anciens chefs-lieux de canton, ce qui fait que dans le département du Gers, vous êtes jamais à plus de 25 km d'une borne. Moi, j'ai une petite question à poser. Admettons, comment on fait pour, justement, à qui il faut s'adresser pour installer une borne, justement, pour les voitures électriques? Alors là, les bornes dont on parle, ce sont les bornes en recharge accélérée. Celles-là ont été financées par l'ADEME et le syndicat départemental de l'énergie. Voilà, qui donc avec les différentes communes ont vu à quel endroit ils pouvaient installer ces bornes. Après, on a parlé des bornes rapides. Ça, c'est des réseaux. Par exemple, c'est une filiale d'EDF qui a décroché le marché pour les installer sur les autoroutes. Et puis après, vous avez la possibilité. Alors ça aussi, c'est un point que j'essaye de mettre en valeur, notamment avec la communauté départementale du tourisme, c'est d'inciter tous les hébergeurs, c'est-à-dire que ce soit les gîtes ruraux, que ce soit les
hôtels, les restaurants, partout où il y a quelqu'un qui vient en voiture, c'est rien de mettre... Même sur Barbotan, les thermes, les stations thermales, je ne sais même pas s'il y en a. Si, à Barbotan, il y a une borne en face de l'officier du tourisme, exactement. Voilà. Et donc, c'est de mettre à la disposition du client une prise qui va lui permettre de se recharger. C'est un petit service qui ne coûte pas grand-chose, mais qui va participer justement à faciliter l'utilisation et le développement de la voiture électrique. Très bien, merci. Alors donc j'en reviens, vous serez donc présent pour le salon. Donc alors vous dites qu'il y aura un débat. Oui, voilà, il y aura donc une conférence où je présenterai quelques informations puisque les choses évoluent rapidement. Hein. Et puis il y aura donc le syndicat d'énergie. Et puis il y aura aussi le représentant du garage Renault ici qui sera là aussi et qui parlera des véhicules qu'ils vendent, quoi. Voilà, donc on saura tout ça donc le week-end prochain à l'occasion du salon de l'innovation qui aura lieu donc à Nogaro prochainement. D'ailleurs que tu animes. Oui, je serai à l'animation effectivement, donc je serai là. Donc, je serai très intéressé. Vous risquez de me voir souvent sur votre stand. Oui, puisqu'il y aura des voitures aussi pour les essayer. Ah ben voilà. Parce que ce qu'il y a de sûr, c'est que quand on monte dans une voiture électrique, c'est plus pareil, quoi. Essayer, c'est l'adopter. Voilà, il y a quelque chose comme ça. D'ailleurs, quand toutes les différentes enquêtes qui ont été faites, quelqu'un qui est passé à la voiture électrique n'a vraiment plus envie de revenir au véhicule thermique. Et là, on n'a pas du tout parlé du haut de gamme, des fameuses Tesla. Hein. Les Tesla, c'est des véhicules qui sont entre 70 000 et 130 000 euros. Hein, qui étaient, je vais dire. Hein. Mais on est dans le haut de gamme, on est dans la voiture de luxe. Vous rentrez dans un autre univers quand vous êtes dans cette voiture-là, parce que vous avez une console, c'est grand comme votre ordinateur, vous voyez, donc où vous avez tout qui s'affiche là-dessus. Vous avez un confort superbe. Vous avez une voiture, il y a 2 ou 4 moteurs électriques, c'est-à-dire où il y a 2 moteurs pour les roues arrière, et sur certains modèles, il y en a aussi sur les roues avant. Donc c'est une voiture qui monte pour le modèle le plus rapide de 0 à 100 en 4 secondes. Donc on est sur des performances qui valent les berlines sport, hein, donc on est vraiment au summum de ce qui peut se faire en matière automobile. Et le patron de Tesla, au mois d'avril, a lancé la promotion pour un modèle qui sera disponible fin 2017 et voire en début 2018. C'est le modèle 3. Il sera vendu à 35 000 euros. Mais pour le réserver, il fallait 35 000 euros ou 35 000 $, hein, ça revient même. Il fallait mettre 1 000 $ sur la table pour le réserver. Savez-vous combien de personnes dans le monde ont réservé cette voiture? Oui, j'imagine qu'il doit y en avoir pas mal. 480 000. Eh ben. 480 000 personnes ont pris commande d'une Tesla série 3. C'est pour vous dire comment l'engouement qu'il y a maintenant pour la voiture électrique. Et je crois qu'effectivement, une fois qu'on l'a essayé, eh bien, on a envie d'en avoir une, quoi, vraiment. Et souvent, alors c'est vrai que quand je m'arrête à une borne pour recharger, et mes collègues aussi, vous avez des curieux qui viennent vers nous. En général, si on n'est pas pressé, on est tout à fait disposé. Mais comment ça se passe? Vous laissez votre voiture et vous n'avez pas peur qu'on vous la vole? Je ne sais pas. Non, parce que je la ferme, comme on ferme la vôtre. Oui, d'accord, mais bon, je ne sais pas, moi j'aurais peur. Tout est verrouillé, le câble est verrouillé sur la borne et le câble est verrouillé sur la voiture. D'accord. Hein, donc il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de ce côté. crainte à avoir, c'est pour ça que je vous posais la question. Voilà. Non. non. Et donc, les gens nous posent des questions, puis... au bout d'un moment, on sent que, pourquoi pas. Et la première réaction qui vient, oui, finalement, en deuxième voiture, oui, pourquoi pas. Et puis, quand ils ont fait le pas, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est leur première voiture, quoi. Ils ont vite compris que, il n'y a pas photo. Et ça coûte beaucoup moins cher. Et c'est tellement plus confortable et tellement agréable de rouler pratiquement en silence. Et puis, avec des conditions de conduite qu'on ne retrouve pas sur une voiture thermique.
Alors justement, en parlant de silence, là, ça me fait venir une petite question. On va parler sécurité. Alors, il y a pas mal de critiques concernant les véhicules électriques, notamment en ville, où les piétons auraient du mal à entendre venir ce véhicule et des accidents, justement, arriveraient qu'un véhicule d'un moteur thermique, bon, on l'entend plus ou moins arriver, surtout si c'est un bon gros diesel. Et par contre, véhicule électrique, à part un léger sifflement distinct, on n'entend rien, quoi. Oui, le sifflement, en fait, il est en dessous de 30 à l'heure. Donc, il est prévu quand vous reculez, des choses comme ça. Donc, c'est un peu comme sur un engin de chantier. Hein. Il y a un peu le même bruit. La Commission européenne est en train de demander aux constructeurs de mettre un bruit qui permette effectivement à la voiture... Un petit buzzer à l'extérieur qui permettrait de se faire entendre. Mais moi, je n'ai pas connaissance d'accidents liés au silence de la voiture électrique. Et bon, les bons gros thermiques, comme vous dites, qui font beaucoup de bruit, ils sont pas trop bienvenus en ville maintenant. Et puis, vu le niveau sonore qu'il y a en ville, la plupart des thermiques font si peu de bruit qu'on les entend. Ah non, c'est vrai que sur les derniers modèles d'essence, on n'entend quasiment pas le moteur, effectivement. Voilà, donc je crois que quelquefois, c'est plus dangereux les vélos en ville, sur des pistes cyclables. Vous avez des gars qui foncent comme des fous. Surtout si ce sont plus des vélos électriques en plus. Ça peut être aussi même peut-être plus dangereux, quoi. Alors, au niveau des... on passait par rapport encore quelques petites questions, quelques minutes, par rapport aux différences entre voitures thermiques, tout ça. Donc, voiture thermique, on sait qu'il y a contrôle technique obligatoire au bout de 5 ans, après l'achat du véhicule une fois qu'il est neuf. Et après, c'est tous les 2 ans. Sur les véhicules électriques, ça se passe de la même façon ? De la même façon, tout à fait. Par contre, là où il y a une exigence supplémentaire, c'est que pour que les garagistes puissent intervenir sur les voitures électriques, il faut qu'ils soient formés et ils ont j'ai oublié le mot, ils ont comme une certification qui leur permet d'intervenir sur une voiture électrique. C'est pareil pour les dépanneurs et pour même les pompiers, par exemple. En cas d'accident, ils ont eu une formation pour intervenir sur une voiture électrique pour éviter qu'il y ait un problème d'électrocution, parce que ça peut se passer dans ces cas-là, quoi. D'accord. Alors que dans une voiture, normalement, vous n'avez aucun risque de vous électrocuter. Même s'il y a submersion lors d'inondation, on a même la possibilité de rouler avec une voiture électrique, alors qu'une thermique, c'est tout fera. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire qu'en cas d'inondation, la voiture électrique elle va continuer à rouler quand même ? Eh bien oui. Jusqu'à un certain niveau, quoi. Il ne faut pas que le conducteur ait la tête dans l'eau. Ah, on remarque qu'avec une bouteille d'oxygène, ça devrait le faire. C'est pas mal, ça. Ouais, je vais faire un tour au lac, hein. Je reviens. Pour la pêche. Ce serait sympa, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a oublié de dire pour ces voitures électriques ? Alors, je sais que il y a quelques années, très peu de constructeurs s'étaient mis. Je crois que les premiers, c'était Renault, il me semble. Avec tout à fait, Renault est un des pionniers. Alors là, j'ai vu dernièrement, j'ai même vu Mercedes là, qui va sortir encore un chouette modèle 100% électrique. Alors, il y a électrique, il y a aussi les hybrides. Ne me parlez pas des hybrides. Vous n'êtes pas copain avec les hybrides. Pourtant, là, il y a l'avantage, on a la... Comment dire on a les avantages, on va dire, du thermique, c'est-à-dire notamment sur l'autonomie, et on a les avantages de l'électrique. Oui, mais c'est une fausse solution. Bon, ça rassure. Hein, ça rassure. Parce notamment la Yaris, je crois, qui est hybride. Mais le problème, c'est que si vous voulez, c'est-à-dire que vous avez une voiture thermique que vous alourdissez en lui mettant une batterie et en lui mettant un moteur électrique. Donc, c'est vrai que c'est des voitures qui ont de l'autonomie en ville, c'est-à-dire que tant que vous ne dépassez pas 50 km/h, vous tournez sur le moteur électrique. Alors après, question autonomie, ça va varier suivant les modèles et la capacité de la batterie. Donc vous allez être sur de 15 à 50 km d'autonomie, peut-être, c'est tout. Et après, vous passez sur, essentiellement, c'est à essence, et puis il y en avoir aussi des diesels. Mais du coup, là, vous allez consommer plus parce que vous avez un poids plus important, quoi. Et puis il faut recharger la batterie. Et puis voilà. Parce que ça recharge la batterie en même temps. Il y a même un modèle que je ne citerai pas, mais où il est prévu même vous avez une position où vous mettez le moteur thermique qui sert en fait à recharger la batterie, mais là vous consommez 18 litres au 100, quoi.
Donc, c'est-à-dire une voiture électrique qui est alimentée par un moteur thermique, en fait. Non, c'est une hybride sur laquelle il y a une position, parce qu'en gros, une voiture électrique, vous avez 3 positions. Vous avez le neutre, point mort, marche avant, marche arrière. Ouais. Hein, et là, il y a une position en plus, c'est une marche avant forcée, si vous voulez, dans laquelle vous faites tourner le moteur électrique pour recharger la batterie. D'accord. Voilà. Sa fonction de générateur est amplifiée pour gagner un peu plus d'autonomie. Donc on est sur des trucs un peu aberrants, quoi. Là, on n'est pas du tout... Alors que, finalement, une voiture électrique, elle correspond... si on regarde les déplacements moyens qu'on fait, le français en moyenne, c'est même pas 20 km par jour. Hein. Dans la région Midi-Pyrénées, c'est un peu plus, c'est 30 ou 32 km en moyenne. Donc, vous voyez que ne serait-ce qu'avec 150 km d'autonomie, vous pouvez presque faire toute la semaine. Hein. Et maintenant, je vous dis, on est à 200 km et on va passer très rapidement à 300 km d'autonomie. Donc, ça correspond amplement aux besoins d'une utilisation courante de la voiture. Après, il y a effectivement les déplacements exceptionnels. Mais sur les déplacements exceptionnels, par exemple, Nissan, pour pas le nommer, donc a prévu le truc. C'est-à-dire que quand vous achetez une voiture, vous avez 3 semaines de location gratuite chez Hertz, hein, ce qui vous permet à ce moment-là d'avoir un véhicule qui vous permet de faire un déplacement exceptionnel. Et vous avez même un voyage autotrain gratuit. C'est-à-dire que vous mettez votre voiture sur le train, et puis vous allez... Ici, vous allez à Paris, parce que malheureusement, c'est tout fait dans notre sens. Donc, vous faites de Toulouse à Paris en mettant votre voiture sur le train. Oui, enfin, c'est juste une question d'organisation. Absolument. C'est-à-dire, on peut très bien se débrouiller avec... c'est un peu comme si on avait une voiture thermique avec un tout petit réservoir. On peut pas faire plus de 200 km. Il faut bien s'organiser. Tout à fait. Et vous savez, vous avez vu mes cheveux blancs. Moi, j'ai commencé à conduire, j'avais 11 ans, c'était dans les années 50. Hein. Il n'y avait pas grand monde sur les routes du Gers. Mais là, à l'époque, on avait un bidon d'essence dans la voiture. Hein. Il n'y avait pas des stations-service comme il y en a eu dans les années 60 ou après. Donc, la panne d'essence, c'était quelque chose de courant à l'époque, quoi. C'est quelque chose qui n'était pas exceptionnel, quoi. Et bien voilà, donc ce qu'on peut dire sur ces véhicules électriques, et notamment avec monsieur le maire Jean-Claude, donc qui est membre fondateur, hein, je vous le rappelle, de l'association promotion associative du véhicule électrique. Vous pouvez également rendre visite sur son blog Le VE, je le veux. Ah, le VE, je veux. Je le veux. Donc blogspot, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à rendre visite sur ce blog. Vous aurez toutes les informations concernant les véhicules électriques. Et si vous en voulez encore un peu plus, eh bien rendez-vous le week-end prochain, 28 et 29 octobre. Donc ça sera du côté de Nogaro à la salle d'animation pour le salon de l'innovation et de l'emploi. Ça sera donc avec de nombreux intervenants. Je crois qu'il y aura déjà plus d'une centaine d'exposants. Ça va être un truc énorme dans les arènes, la salle d'animation dehors. J'espère qu'il va faire beau. Ah oui, et surtout que vos auditeurs... Normalement, samedi prochain, c'est grand soleil. Hein. On verra. Il me semble. Et surtout que vos auditeurs n'hésitent pas à demander à essayer des voitures électriques. Mais je viendrai l'essayer. Il y a longtemps que ça me trotte. Voilà, on verra ça. Eh bien, merci Jean-Claude pour toutes ces informations. Et puis donc on se donne rendez-vous dans une semaine. Tout à fait. Hein, pour ce salon. Merci Brigitte pour la technique. Eh bien, merci Dave, merci monsieur le maire d'être venu dans le studio. Avec plaisir. Eh bien Dave, je te souhaite un très bon week-end. Eh bien merci à toi aussi Brigitte. On va retrouver, je crois, dans un petit quart d'heure, ça sera les affreux Jojo.